plus de 7000 pieds au-dessus du fond de la vallée, d'anciennes montagnes se dressent comme des sentinelles silencieuses sur une terre où la survie se gagne par la résilience, l'instinct et l'adaptation. À l'ombre de ces monolithes de granit, la vie subit l'un des cycles saisonniers les plus extrêmes d'Amérique du Nord. Un endroit où l'hiver impitoyable dure la moitié de l'année, où le printemps éclate avec une urgence frénétique, où l'été regorge d'abondance et où l'automne s'élance à nouveau vers la dormance. Depuis des millénaires, les créatures de cette terre dansent au rythme des saisons. Certaines fuient l'hiver. D'autres affrontent le froid de front. Toutes doivent s'adapter ou périr dans cette nature impitoyable. Ici, dans les limites du parc national de Grand Teton, un équilibre délicat de la vie s'est développé, parfaitement adapté au changement des saisons, chacune avec ses défis et ses opportunités uniques. D'épaisses congères laissent place à une floraison explosive de fleurs sauvages. Des prairies baignées de soleil se transforment en pleine gelée. Alors que la Terre achève son orbite annuelle, les habitants de cette région sauvage subissent des transformations remarquables pour survivre aux aléas cycliques de la nature. Bienvenue dans l'une des régions sauvages les plus spectaculaires d'Amérique. L'écosystème du Grand Teton représente l'un des écosystèmes tempérés les plus intacts de notre planète. Si de nombreuses régions ont vu leur population de prédateurs décimée, ici, l'équilibre ancestral entre chasseurs et proies demeure largement intact. Les loups traquent les wapitis dans les vallées enneigées. Les grizzlies s'approprient leur part des richesses de la nature. Les aigles planent sur les courants thermiques, leurs yeux perçants guettant le moindre mouvement en contrebas. Cet équilibre fragile n'est pas le fruit du hasard. Lorsque les colons européens ont débarqué dans cette région, ils considéraient les prédateurs comme des obstacles à éliminer. Au début du XXe siècle, les loups avaient disparu et les populations d'ours décimées. Mais grâce à des efforts de conservation déployés sur plusieurs générations, cet écosystème a été laborieusement restauré pour retrouver un équilibre proche de son état originel. Aujourd'hui, le parc national de Grand Teton s'étend sur 125 000 hectares de nature sauvage protégée. Le cœur de cette région est Jackson Hole, une vallée de 77 km de long et de 10 à 13 km de large, creusée par les glaciers et remplie de débris d'anciennes montagnes. C'est dans cette vallée que coule la rivière Snake, apportant son eau vitale des hautes terres aux plaines couvertes de sauges. Mais ce sont les montagnes elles-mêmes qui dominent ce paysage. La chaîne des Tetons s'élève abruptement du fond de la vallée, sans contrefort, créant l'un des fronts de montagnes les plus spectaculaires d'Amérique du Nord. Pièce maîtresse de cette chaîne, le Grand Teton lui-même, culminant à 4200 mètres d'altitude, forteresse de roches métamorphiques anciennes, témoin du changement des saisons. Notre voyage commence au plus profond de l'hiver, lorsque la neige recouvre le paysage et que la survie devient le seul objectif pour ceux qui restent. L'hiver dans le parc national de Grand Teton n'est pas pour les âmes sensibles. Les températures chutent régulièrement jusqu'à moins 30 degrés. Les chutes de neige atteignent des hauteurs de 3 mètres ou plus. Des vents violents créent des blizzards qui peuvent persister plusieurs jours. C'est une saison de pénurie, de conservation et d'endurance. Le paysage sommeille sous un épais manteau de neige. Lacs et rivières gelées deviennent des autoroutes pour la faune. Le contraste saisissant entre la blancheur de la neige et la noirceur des forêts crée un monde monochrome d'une beauté surprenante. Pour l'observateur occasionnel, le paysage hivernal peut paraître sans vie. Mais en y regardant de plus près, la neige raconte des histoires. Des traces sillonnent la toile blanche, chacune évoquant la faim, la poursuite
l'évasion ou l'exploration. Ces traces révèlent que même dans les conditions les plus difficiles, la vie persiste. Pour les créatures actives en hiver, chaque calorie compte. La conservation de l'énergie devient la principale stratégie de survie. De nombreux animaux entrent en état de torpeur, réduisant leur métabolisme pour conserver leurs précieuses réserves d'énergie. D'autres se regroupent pour se protéger et se réchauffer. Quant aux prédateurs, ils doivent redoubler d'efforts pour s'emparer de leurs proies de plus en plus rares. Une silhouette sombre se déplace méthodiquement dans la neige épaisse près de la surface gelée du lac Jackson. Ce magnifique orignal mâle mesure plus d'1,80 m au garrot et pèse près d'une demi-tonne. De la vapeur s'échappe de ses narines à chaque respiration laborieuse. Ces bois massifs en forme de pagaie, autrefois portés fièrement pendant le rut automnal, ont été perdus pour conserver leur précieuse énergie. L'orignal se ferait un chemin à travers les congères qui arrêteraient la plupart des autres animaux, ses longues pattes étant parfaitement adaptées aux déplacements hivernaux. Contrairement aux cerfs et aux wapitis qui peinent dans la neige profonde, l'orignal se déplace avec une efficacité remarquable, chaque foulée lui permettant de traverser le paysage hivernal avec une aisance éprouvée. Son pelage est composé de poils de garde creux qui emprisonnent l'air pour une isolation supérieure contre des températures qui tueraient rapidement un humain non préparé. Cette remarquable adaptation lui permet de supporter les nuits les plus froides sans brûler ses précieuses réserves de graisse. Le mâle s'approche d'un bosquet de saules le long d'un ruisseau partiellement gelé. Alors que la plupart des ongulés peinent à se nourrir adéquatement en hiver, l'orignal se spécialise dans le broutage de la végétation ligneuse qui reste accessible même dans la neige la plus épaisse. Son système digestif spécialisé lui permet d'extraire des nutriments de brindilles et d'écorces qui fourniraient peu de nourriture à d'autres animaux. L'élan arrache l'écorce d'une branche de saule, ses lèvres épaisses et sa langue manipulant adroitement la matière ligneuse. Chaque jour, il doit consommer jusqu'à 20 kg de brou pour maintenir sa silhouette imposante. Le travail est constant, méthodique, une quête incessante de calories dans un paysage marqué par la rareté. Un bruit attire son attention. L'élan lève la tête, ses oreilles pivotant indépendamment pour repérer la menace potentielle. Malgré sa taille imposante, l'élan connaît sa vulnérabilité. L'hiver affaiblit même les animaux les plus robustes et les prédateurs sont toujours aux aguets. L'orignal est le plus grand membre de la famille des cervidés, ayant évolué spécifiquement pour les environnements nordiques où l'hiver représente le plus grand défi de survie. Son organisme est un véritable chef-d'œuvre d'adaptation au froid, depuis ses systèmes circulatoires spécialisés qui minimisent les pertes de chaleur aux extrémités jusqu'à ses enzymes digestives capables de décomposer les matières ligneuses que la plupart des herbivores ne peuvent assimiler. Pourtant, malgré ces adaptations remarquables, la survie hivernale demeure précaire. Chaque orignal doit prendre d'innombrables décisions quotidiennes concernant ses dépenses énergétiques et son approvisionnement en nourriture, équilibrant constamment l'équation entre les calories consommées et les calories brûlées. Chaque mouvement inutile, chaque fuite effrayée face à un danger perçu, chaque minute passée loin de sa nourriture représente un coût potentiel pour sa survie. Tout en bas, là où la rivière Snake reste partiellement ouverte malgré des températures négatives, un autre spécialiste de l'hiver a trouvé sa place. Le plus grand oiseau aquatique d'Amérique du Nord, le cygne trompette, glisse avec une grâce incroyable sur les eaux sombres. Avec une envergure de près de 2,4 mètres et un poids pouvant atteindre 14 kilos, ces oiseaux majestueux ont autrefois été chassés au bord de l'extinction. Le long cou du cygne plonge sous la surface, atteignant la végétation aquatique qui continue de pousser dans les eaux riches en oxygène. Alors que la plupart des oiseaux ont quitté les Teutons pour les régions plus chaudes du sud, le cygne trompette a évolué pour prospérer dans ces conditions difficiles, à condition de trouver de l'eau libre. Ses pattes sont quasiment dépourvues de terminaisons nerveuses,
ce qui lui permet de se tenir debout sur la glace sans déclencher la réaction douloureuse qui affecterait la plupart des créatures à sang chaud. Plus remarquable encore, le cygne peut limiter le flux sanguin vers ses extrémités, en faisant circuler juste assez pour prévenir les lésions tissulaires tout en conservant la chaleur corporelle. Cette adaptation, appelée échange thermique à contre-courant, représente l'une des solutions naturelles les plus élégantes à l'exposition au froid. Un couple de cygnes se déplace ensemble au gré du courant, préservant leur lien même pendant ces mois difficiles. Les cygnes trompettes s'unissent pour la vie, leur partenariat étant un engagement à l'année qui renforce leurs chances de survie et de reproduction. Leurs cris distinctifs résonnent à travers le paysage gelé, un son envoûtant qui porte à des kilomètres dans l'air hivernal. Si ces animaux remarquables adoptent des stratégies actives pour survivre à l'hiver, le règne végétal adopte une approche différente. Le sapin subalpin se tient immobile face aux bourrasques hivernales, sa forme caractéristique en flèche étant parfaitement adaptée pour évacuer la neige avant que les accumulations ne cassent les branches. Ces sentinelles à feuillage persistant conservent leurs aiguilles toute l'année, chacune recouverte d'une cuticule cireuse qui prévient la perte d'humidité pendant les mois où les racines n'ont pas accès à l'eau liquide. Plus remarquable encore, les sapins subalpins peuvent subir des modifications cellulaires qui agissent comme un antigel, empêchant la formation de cristaux de glace qui autrement rompraient les parois cellulaires. La forme conique et étroite du sapin minimise la surface exposée au vent tout en maximisant l'interception de la lumière solaire pendant les courtes journées d'hiver. Cette architecture est le fruit de millions d'années de perfectionnement évolutif, résolvant le problème complexe de la survie dans un environnement où les blizzards alternent avec des périodes d'intense rayonnement solaire réfléchis par les surfaces enneigées. Même au cœur de l'hiver, le sapin subalpin poursuit une photosynthèse limitée, profitant de brèves périodes de conditions favorables. Cette persistance lui permet d'entamer sa croissance printanière plus tôt que ses concurrents à feuilles caduques, un avantage crucial dans un écosystème où la saison de croissance peut ne durer que 60 jours. Alors que février cède la place à mars, les premiers signes subtils de changement apparaissent. La durée du jour augmente sensiblement chaque jour. Les températures descendent encore en dessous de zéro la nuit, mais le soleil de l'après-midi commence à tasser le manteau neigeux. Pour les survivants de l'hiver à Grand Téton, ces changements progressifs annoncent la transition imminente. L'élan, ayant épuisé une grande partie de ses réserves de graisse, se concentre de plus en plus sur la recherche de nouvelles pousses. La femelle carcajou prépare une tanière parmi les rochers où elle donnera bientôt naissance à des petits conçus lors d'une brève période d'accouplement en été. Les cygnes trompettes entament leur premier comportement de parade nuptiale, même si la nidification proprement dite n'aura lieu que dans plusieurs mois. Le sapin subalpin se prépare quant à lui à la poussée de croissance printanière, les nutriments se déplaçant progressivement des racines vers les pointes. L'hiver dans le parc national de Grand Téton représente le creuset ultime de la nature, où seuls les individus les mieux adaptés survivent. Chaque adaptation réussie, qu'elle soit physiologique, comportementale ou structurelle, représente des millions d'années de perfectionnement évolutif. Ensemble, elles illustrent la remarquable diversité des solutions aux problèmes apparemment simples de la survie au froid et à la pénurie. Mais l'hiver commence à se relâcher. Les jours rallongent. Le soleil monte plus haut dans le ciel. Et sous la neige, imperceptibles au sens humain, les premiers signes du printemps commencent à s'éveiller. Le printemps n'arrive pas comme un instant, mais comme une progression. Les premiers signes apparaissent fin mars, lorsque le soleil de l'après-midi gagne suffisamment en intensité pour créer des motifs de fonte autour des troncs d'arbres et des rochers exposés. En avril, la fonte des neiges s'accélère, gonflant les ruisseaux et les rivières d'un ruissellement turbulent. Mais apporte une croissance explosive aux prairies des vallées, tandis que les pentes des montagnes restent sous l'emprise de l'hiver.
Cette arrivée échelonnée crée une mosaïque de conditions saisonnières à travers les différentes altitudes du parc. Pour la faune de Grand Téton, le printemps est à la fois synonyme d'opportunité et de vulnérabilité. Les ressources alimentaires réapparaissent après des mois de pénurie. Les petits naissent dans un monde d'abondance croissante. Mais les prédateurs, eux aussi, émergent affamés des privations hivernales, créant un paysage aux conséquences dramatiques accrues. La transformation commence à basse altitude. La neige fond d'abord sur les pentes exposées au sud, créant une mosaïque de terrains exposés qui s'étend chaque jour. La terre, libérée de l'emprise du gel hivernal, exhale un parfum particulier de terre et de possibilités. L'eau domine le paysage sonore, du ruissellement constant des glaçons fondant au grondement des ruisseaux en crue. Le printemps arrive dans les Tétons avec un regain d'énergie après des mois de dormance. Le manteau neigeux, accumulé au cours des longs mois d'hiver, libère désormais son potentiel de manière spectaculaire. Les rivières, qui coulaient comme de doux filets en hiver, se transforment en torrents impétueux chargés de limon. La rivière Snake, véritable colonne vertébrale aquatique du parc, gonfle jusqu'à atteindre plusieurs fois son volume hivernal, débordant de ses berges et créant des zones humides temporaires essentielles à d'innombrables espèces. Cette crue annuelle représente l'un des processus écologiques les plus importants de la région. Les nutriments stockés dans le manteau neigeux sont libérés et répartis sur le paysage. Les sédiments sont transportés et déposés, reconstituant la fertilité des sols dans les plaines inondables. Les organismes aquatiques réagissent par des cycles de reproduction précisément synchronisés avec ces fluctuations saisonnières. L'écosystème tout entier se réveille à cette stimulation liquide. À la lisière de la forêt, où des parcelles de sol nus ont émergé sous la neige fondante, une silhouette imposante se déplace avec une détermination délibérée. La femelle grizzly, sortie de sa tanière d'hiver il y a quelques semaines à peine, cherche méthodiquement les premières nourritures du printemps. Ces deux oursons, qui entrent maintenant dans leur deuxième année, la suivent de près, apprenant des techniques essentielles de recherche de nourriture grâce à une observation attentive. Après des mois passés dans sa tanière sans manger, boire ni éliminer ses déchets, le métabolisme du grizzly a commencé à s'accélérer. Bien qu'il fonctionne encore à capacité réduite, son besoin de calories devient chaque jour plus urgent. Ces premières semaines après l'émergence représentent l'une des périodes les plus difficiles de l'année pour le grand ours. La truie utilise son énorme force de fouille pour déterrer les caches de pignons de pin à écorce blanche déposées par les écureuils l'automne précédent. Ces griffes avant spécialisées, mesurant jusqu'à 10 cm de long, fonctionnent comme des outils d'excavation pour déterrer ces trésors riches en calories. Elles consomment également des baies hivernées, dont la fermentation offre une valeur nutritionnelle réduite mais néanmoins précieuse. Son nez, peut-être le plus sensible du règne animal, détecte les subtils signaux électromagnétiques des magnifiques bulbes printaniers sous le sol. Avec une précision chirurgicale, elle expose et consomme ses organes végétaux riches en amidon et en glucides concentrés. Un millier de ces minuscules bulbes pourraient constituer un repas modeste pour cet omnivore massif. Plus important encore, le grizzly recherche les animaux tués par l'hiver, victimes des rigueurs de la saison. Ayant perdu jusqu'à 30% de son poids pendant l'hibernation, l'ours a besoin de protéines et de graisses pour reconstituer ses muscles et ses réserves d'énergie. Son odorat exceptionnel lui permet de détecter les charognes à des kilomètres à la ronde, l'odeur de la mort représentant une source de vie. Les oursons observent et apprennent de chaque geste de leur mère. Dans la société grizzly, l'éducation repose entièrement sur l'observation. Les jeunes imitent ses techniques de creusement, ses choix de consommation sélectifs et sa vigilance constante. Ils approchent de l'âge où elle les rendra indépendants, ce dernier printemps ensemble étant crucial pour leur survie future. Tandis que la famille grizzly progresse sur des pentes fraîchement exposées,
son attention se porte sur les mouvements dans une prairie lointaine. Là, engagés dans un rituel de parade ancestrale, 2 grues du Canada exécutent leur spectaculaire danse nuptiale. Ces élégants oiseaux, mesurant près d'1,20 m et d'une envergure de plus de 2 mètres, viennent d'achever leur migration vers le nord depuis leurs aires d'hivernage situées à des milliers de kilomètres au sud. Le couple de dunes se déplace avec une précision chorégraphiée, un ballet synchronisé qui renforce leur lien éternel. Ils déploient leurs ailes, bondissent dans les airs et s'inclinent de manière spectaculaire. Leurs cris distinctifs, audibles à plus d'1,5 km, annoncent leur revendication territoriale sur cet habitat de nidification privilégié, le long du cours d'eau bordé de saules. Arrivés quelques jours seulement après l'apparition d'un espace libre suffisant, les cirfes des dunes doivent rapidement établir leur territoire et commencer la construction de leur nid. Leur migration représente un pari évolutif. Arriver suffisamment tôt pour s'approprier un habitat de nidification de premier choix, mais pas trop tôt pour éviter l'indisponibilité de nourriture. Ce risque calculé définit la stratégie des espèces migratrices dans des environnements où les saisons de reproduction sont comprimées. Le mâle veille avec vigilance pendant que la femelle construit son nid simple, un monticule de végétation placé dans les eaux peu profondes des zones humides pour se protéger des prédateurs. L'emplacement doit concilier sécurité et proximité des zones d'alimentation où les oiseaux chercheront insectes, végétaux, petits vertébrés et même de minuscules mammifères. Bientôt, la femelle pondra 2 œufs, marquant le début d'une période d'incubation d'environ 30 jours. Les 2 parents se partageront les tâches d'incubation, ne laissant jamais les œufs exposés aux prédateurs ni aux intempéries. Cet investissement représente une année entière de concentration biologique pour les grues du Canada, l'aboutissement de leur existence consacrée à la production de la génération suivante. Tandis que les grues se livrent à leur parade nuptiale ostentatoire, un drame bien plus modeste se déroule non loin de là. Après 8 mois passés sous terre, en état de torpeur, les spermophiles d'Uinta ont émergé pour reconquérir leur monde social complexe. Ces petits mammifères, pesant moins de 250 grammes, font face à une saison active remarquablement condensée de seulement 3 à 4 mois. Un spermophile mâle se perche droit sur ses pattes arrière, surveillant son territoire avec une attention vigilante. Durant sa brève période d'activité, ce rongeur très social doit accomplir les impératifs biologiques d'une année entière. Établir son territoire, s'accoupler, élever ses petits et prendre suffisamment de poids pour survivre à la prochaine hibernation. Le mâle défend son territoire avec agressivité contre les autres mâles, leur combat impliquant des poursuites spectaculaires et des confrontations physiques qui établissent des hiérarchies de dominance au sein de la colonie. Ces interactions, bien que paraissant chaotiques aux yeux des humains, obéissent à des règles sociales complexes établies au cours de millénaires d'évolution dans cet environnement difficile. Pendant ce temps, les femelles spermophiles préparent des terriers pour leur future portée. Chacune donnera naissance à 10 petits, glabres et sans défense après une gestation d'1 mois. Les jeunes se développent à une vitesse remarquable, reflet de la concision de leur période de reproduction. En quelques semaines, ils doivent acquérir toutes les compétences de survie essentielles avant leur première hibernation. Les écureuils terrestres sont à la fois des proies et des ingénieurs écosystémiques dans l'environnement de tétons. Leurs terriers aèrent le sol et créent un habitat pour de nombreuses autres espèces. Leur recherche constante de nourriture réduit les populations de certaines plantes tout en disséminant les graines d'autres. Et surtout, ils fournissent des calories essentielles à des prédateurs allant des blaireaux et des coyotes aux faucons et aux aigles. Tandis que ces animaux s'adaptent aux opportunités et aux défis du printemps, le règne végétal connaît lui aussi un réveil spectaculaire. Parmi les premières et les plus spectaculaires espèces à fleurir figure le lis des glaciers, dont les fleurs jaunes vifs apparaissent souvent à l'orée des bancs de neige fondante. Le lis des glaciers utilise une stratégie remarquable pour tirer profit de la courte saison de croissance alpine.
Plutôt que d'attendre que le sol se réchauffe, il utilise l'énergie stockée dans son bulbe souterrain pour faire fondre la neige restante. Son métabolisme génère suffisamment de chaleur pour créer une petite poche d'eau liquide, permettant ainsi à la plante de démarrer sa croissance pendant que ses concurrents restent en dormance. Les fleurs jaunes vives du lys apparaissent et s'ouvrent parfois dans les 24 heures suivant la fonte des neiges. Cette urgence permet une pollinisation immédiate, déclenchant la production de graines au plus tôt. Lorsque la plupart des autres plantes commencent leur croissance active, le lys des glaciers a déjà accompli une grande partie de son cycle de vie annuel. Cette adaptation remarquable représente une forme de spécialisation de niche temporelle, permettant au lys de profiter de l'humidité printanière abondante tout en évitant la concurrence pour les pollinisateurs qui surviendra plus tard dans la saison de croissance. En achevant rapidement son cycle de vie aérien, le lys des glaciers peut rediriger l'énergie vers son bulbe souterrain avant l'arrivée des sécheresses estivales, qui sont typiques. Les fleurs jaunes penchées caractéristiques du lys attirent les reines bourdons de début de saison, récemment sorties d'hibernation. Ces pollinisateurs comptent sur l'abondance du nectar du lys pour établir de nouvelles colonies, créant ainsi une relation mutualiste bénéfique aux deux espèces pendant cette transition saisonnière cruciale. À mesure que le printemps avance vers sa phase intermédiaire, l'interdépendance de l'écosystème de Téton devient de plus en plus évidente. La femelle et les oursons grizzly concentrent désormais leur attention sur les colonies d'écureuils terrestres, leur puissance de fouille leur permettant de creuser des terriers et de dévorer des familles entières. Cette source de nourriture riche en protéines fournit une nutrition essentielle aux ours qui continuent de se remettre des privations de l'hibernation. Les grues du Canada doivent constamment surveiller leur nid contre les prédateurs, notamment les coyotes, les corbeaux et parfois le grizzly opportuniste. Leur vigilance représente la marge ténue entre succès et échec de la reproduction dans cet environnement difficile. Les lys des glaciers, après leur floraison, concentrent désormais leur énergie sur la production de graines et le stockage des nutriments dans leurs bulbes. Leurs feuilles jauniront et disparaîtront bien avant l'apogée de l'été, leur présence aérienne constituant un chapitre bref mais crucial du déroulement de la saison. À la fin du printemps, le rythme écologique s'accélère considérablement. Les oiseaux migrateurs arrivent chaque jour, établissent leur territoire et commencent la construction de leur nid. La diversité et l'abondance des insectes explosent. La limite des neiges recule sur les pentes des montagnes, tandis que les températures se modèrent et que la luminosité atteint son maximum estival. Pour la faune du Grand Téton, cette accélération est à la fois une opportunité et un impératif. La fenêtre d'abondance saisonnière reste étroite dans cet écosystème de haute altitude. Ceux qui exploiteront le mieux les ressources du printemps entreront dans l'été avec le plus d'avantages, leur progéniture ayant plus de chances de survivre aux défis à venir. Le printemps dans le parc national de Grand Téton représente la saison la plus dynamique de la nature, une période d'éveil et de renouveau où les frontières entre la vie et la mort, entre le succès et l'échec, sont définies par des marges très étroites. Chaque espèce déploie des adaptations spécifiques pour tirer parti de cette opportunité éphémère, ces stratégies étant affinées par d'innombrables générations de sélection naturelle. Alors que les dernières neiges fondent dans les prairies de la vallée et que les températures se stabilisent au-dessus de zéro, le printemps laisse place à l'été. Le paysage se métamorphose, passant de la palette terne du début de saison à une végétation luxuriante et luxuriante. La faune de Grand Téton se prépare à la saison de son abondante activité. Fin juin, l'été s'installe définitivement sur le paysage du Téton. Les prairies de la vallée regorgent de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. Les forêts vibrent au rythme incessant des oiseaux et des insectes. Les zones alpines émergent enfin de l'emprise de l'hiver, déclenchant une saison de croissance comprimée aux plus hautes altitudes. Partout, l'urgence de la vie s'accélère.
les créatures profitant de cette brève période d'abondance. L'été à Grand Téton représente le point culminant écologique, lorsque l'énergie captée par les plantes remonte à travers le réseau trophique à son volume maximal. Les herbivores se nourrissent de végétation abondante. Les prédateurs se concentrent sur la chasse des jeunes vulnérables. Toutes les espèces s'efforcent de constituer des réserves en prévision du retour inévitable de la pénurie. Le soleil d'été se lève tôt sur la chaîne des Tétons, illuminant un paysage transformé par la chaleur et l'humidité. Contrastant avec le silence austère de l'hiver, l'été apporte une cacophonie de sons vivants. Chants d'oiseaux, bourdonnement d'insectes, bruissement des feuilles sous la brise tiède et ruissellement de l'eau dans chaque égout. L'été est la saison de l'activité frénétique, où le paysage baigné de soleil vibre de productivité biologique. Le parc reçoit environ 80% de ses précipitations annuelles entre octobre et avril, principalement sous forme de neige. Cette humidité emmagasinée, libérée lors de la fonte printanière, se combine aux longues journées d'été pour créer des conditions de croissance idéales. Les plantes réalisent leur photosynthèse à pleine capacité, convertissant la lumière du soleil en glucides qui alimentent l'ensemble de l'écosystème. La différence entre l'été et l'hiver dans ce paysage d'altitude pourrait difficilement être plus marquée. Les températures de juillet peuvent atteindre 30 degrés Celsius dans les vallées, soit un écart de plus de 46 degrés Celsius par rapport aux températures les plus froides de janvier. Cette remarquable amplitude saisonnière exige flexibilité et adaptabilité de la part des espèces résidentes, dont beaucoup présentent des comportements et des états physiologiques totalement différents selon les saisons. Dans une prairie de haute montagne luxuriante, une harde de wapitis femelles broutent avec leurs petits tout juste nés. Après avoir hiverné dans le refuge national des wapitis près de Jackson, ces magnifiques ongulés ont migré vers des altitudes plus élevées, suivant le verdissement progressif de la végétation sur les flancs des montagnes. Ce mouvement stratégique, appelé migration altitudinale, leur permet d'accéder en permanence aux pousses les plus nutritives tout au long des mois d'été. Les veaux, nés fin mai et début juin, ont déjà doublé de taille, leur pelage tacheté leur offrant un camouflage parmi la végétation baignée de soleil. Les premières semaines de vie ont représenté leur période de plus grande vulnérabilité, les prédateurs ayant alors décimé près de 30% des nouveau-nés. Ceux qui ont survécu ont désormais de bien meilleures chances d'atteindre l'âge adulte, leur vitesse croissante et la protection vigilante du troupeau améliorant leurs chances d'atteindre l'âge adulte. Une femelle dominante lève brusquement la tête, les oreilles pivotant pour repérer une menace potentielle. Le troupeau entier réagit instantanément à son alerte, démontrant la structure sociale complexe qui favorise la survie de ces animaux grégaires. Après un moment, elle se détend et le groupe reprend son alimentation. Pendant l'abondance estivale, les wapitis doivent consommer jusqu'à 9 kg de végétation par jour, reconstituant ainsi leurs réserves épuisées pendant l'hiver et, pour les femelles, assurant la production de lait pour leurs veaux en pleine croissance. La prairie où paissent les wapitis représente l'un des écosystèmes les plus productifs du parc. Les fortes chutes de neige hivernale, suivies de pluies estivales régulières, créent des conditions idéales pour une croissance végétale explosive. Le cycle des nutriments s'accélère, les micro-organismes du sol étant à leur apogée dans des conditions chaudes et humides. Il en résulte une communauté végétale d'une productivité et d'une diversité remarquables. Les wapitis contribuent eux-mêmes à cette productivité par un pâturage sélectif qui empêche toute espèce végétale de dominer. Leurs sabots perturbent le sol de manière bénéfique, créant des microsites où les graines peuvent s'établir. Leur déjection riche en nutriments fertilise la prairie, complétant ainsi un cycle d'enrichissement mutuel entre herbivores et habitat.
À mesure que l'été avance, les wapitis poursuivent leur migration ascendante, atteignant finalement les prairies subalpines proches de la limite forestière, où la végétation de fin de saison fournit de la nourriture lorsque les altitudes plus basses commencent à s'assécher. En suivant le verdissement progressif de la végétation en amont, ces animaux remarquables prolongent efficacement les conditions d'alimentation optimales du printemps tout au long du court été montagnard. Tandis que les wapitis profitent de l'abondance terrestre, un autre phénomène saisonnier se déroule dans les cours d'eau immaculés du parc. L'ours noir, cousin plus petit du grizzly, mais tout aussi impressionnant par ses adaptations, se nourrit systématiquement dans une série d'habitats à forte production. Une ours noire femelle se déplace méthodiquement dans un champ de myrtilles mûres, sa langue et ses lèvres cueillant délicatement les baies tout en préservant les plants. Contrairement aux grizzlies, plus agressifs, les ours noirs récoltent généralement les fruits sans endommager les plants qui les produisent. Une différence subtile qui réduit la concurrence entre ces espèces apparentées. L'ours consomme jusqu'à 30 000 baies par jour pendant les périodes de pleine maturité, son système digestif extrayant un maximum de nutriments de cette ressource alimentaire riche en sucre. Son métabolisme, fonctionnant à pleine capacité estivale, convertit efficacement ses glucides en graisses stockées qui lui permettront de traverser la dormance hivernale à venir. Les ours noirs de grand téton sont des omnivores opportunistes, leur régime alimentaire changeant constamment pour profiter des sources de nourriture les plus abondantes. Au début de l'été, ils se concentrent sur la végétation émergente et les charognes hivernantes. À mesure que les baies mûrissent, leur attention se porte sur ces fruits riches en énergie. Plus tard, ils cibleront les pignons de pin à écorce blanche, un aliment essentiel avant l'hibernation, riche en matières grasses et en protéines. Cette flexibilité alimentaire représente une adaptation cruciale aux environnements où les ressources alimentaires apparaissent et disparaissent selon une progression saisonnière complexe. En ajustant constamment leurs habitudes de recherche de nourriture pour cibler la disponibilité maximale, les ours noirs maximisent leur apport énergétique pendant la brève période où les calories sont abondantes. L'ours noir femelle reste vigilante même lorsqu'elle se nourrit intensément. Ces deux oursons, qui en sont à leur deuxième été, acquièrent des compétences essentielles en matière de recherche de nourriture grâce à l'observation et à la participation. Contrairement aux oursons grizzly qui restent généralement avec leur mère pendant 2 ans et demi, les oursons noirs se séparent généralement après leur deuxième été, ce qui en fait leur dernière saison d'apprentissage maternel. Si ces animaux remarquables adoptent des approches différentes face à l'abondance estivale, le règne végétal, lui, offre une réponse spectaculaire. Parmi les espèces à fleurs les plus remarquables de la zone alpine, la vergerette flamboyante crée des spectacles violets éclatants sur fond de roches et de toundra d'altitude. Le cycle biologique complet de la vergerette se déroule sur une période condensée d'environ 60 jours, la brève période où les zones alpines restent exemptes de neige. L'interconnexion de ce réseau trophique démontre l'efficacité remarquable de la nature à transférer l'énergie entre les niveaux trophiques. Les ours noirs, qui se nourrissent de baies à leur apogée, servent à la fois de prédateurs et de disperseurs de graines. Leurs excréments, déposés à des kilomètres des aires d'alimentation, contiennent des graines viables qui permettront à de nouvelles plantes productrices de baies de se développer dans le paysage. Cette relation mutualiste profite aux deux espèces. Les ours se nourrissent tandis que les plantes bénéficient de services de dispersion. La vergerette spectaculaire et d'autres fleurs alpines s'empressent de produire leurs graines avant le retour des premières neiges. Leur floraison, brève mais spectaculaire, fournit des ressources essentielles aux pollinisateurs tout en assurant la diversité génétique grâce à l'allogamie. Les graines produites resteront viables dans les sols alpins, parfois pendant des décennies, en attendant des conditions favorables à la germination. Fin août,
de subtils signes de changement saisonnier commencent à apparaître. Les températures nocturnes chutent sensiblement. La croissance des plantes ralentit à mesure que les heures de clarté raccourcissent. Les oiseaux migrateurs commencent à se nourrir frénétiquement avant leur départ. Les premières couleurs automnales apparaissent sur la végétation caduque en altitude. Pour la faune de Grand Téton, ces changements entraînent des changements de comportement en prévision des saisons difficiles à venir. Les wapitis commencent à se déplacer vers leurs aires de rut traditionnelles. Les ours noirs accélèrent leur alimentation pour atteindre leur poids maximal avant l'hibernation. Les truites fardées se déplacent vers des eaux plus profondes où elles passeront l'hiver. L'été dans le parc national de Grand Téton représente l'apogée écologique, lorsque l'énergie captée par la photosynthèse circule à plein régime dans le réseau trophique. Chaque espèce exploite cette brève abondance grâce à des adaptations spécifiques développées au fil de l'évolution. Ensemble, elles démontrent l'efficacité remarquable avec laquelle les systèmes naturels convertissent la lumière solaire en monnaie vitale. Alors que les journées raccourcissent et que les températures se modèrent, l'été cède progressivement la place à l'automne. Le paysage se prépare à sa prochaine transformation spectaculaire. Les montagnes se pareront de couleurs automnales éclatantes et le grand cycle saisonnier poursuivra son interminable progression. Septembre arrive avec des changements subtils mais rapides dans le paysage du Téton. Les températures nocturnes descendent de plus en plus en dessous de zéro. Les arbres et arbustes à feuilles caduques entament leur spectaculaire transformation, passant du vert au doré, à l'orange et au cramoisi. Les premières couches de neige apparaissent sur les plus hauts sommets, signe avant-coureur de l'hiver. Pour la faune du parc, l'automne représente la dernière occasion de se préparer à la saison difficile qui s'annonce. Cette période de transition allie abondance et urgence. Les baies atteignent leur pleine maturité, les graines et les noix mûrissent. La végétation, ayant terminé sa croissance, concentre désormais ses nutriments dans les racines et les tissus de réserve. La richesse biologique de l'été reste largement disponible, mais sa date d'expiration est définitive, le retour de l'hiver se faisant de plus en plus imminent. Le givre matinal recouvre l'armoise d'une prairie de vallée, les cristaux délicats soulignant chaque bord de feuilles d'argent. Tandis que le soleil levant dissipe cette décoration temporaire, un troupeau d'antilopes d'Amérique se déplace avec une efficacité éprouvée à travers le terrain découvert. Ces animaux remarquables, souvent appelés à tort antilopes, mais représentant en réalité une famille unique, possèdent des adaptations spécifiques à la vie en milieu naturel. L'automne à Grand Téton possède un caractère unique. Ni la végétation exubérante de l'été ni le minimalisme austère de l'hiver, mais plutôt une période de transition et de préparation. Le parc connaît des fluctuations de température diurne importantes durant cette saison, les après-midi chauds laissant rapidement place à des nuits glaciales. Ce cycle quotidien s'accélère à mesure que septembre cède la place à octobre, créant des signaux environnementaux qui déclenchent des changements hormonaux chez la faune. Pour les plantes comme pour les animaux, l'automne représente une période de transformation physiologique. Les espèces caduques redirigent les ressources du feuillage vers les racines et les tiges. Les organismes à sang froid ajustent leur métabolisme en prévision de la dormance. Les mammifères accélèrent leur alimentation pour constituer des réserves de graisse essentielles à la survie hivernale. Les oiseaux se préparent à la migration ou à la résidence hivernale en modifiant leur régime alimentaire et leur comportement social. Chaque espèce réagit aux mêmes signaux environnementaux par des adaptations spécifiques, affinées au fil de l'évolution. L'antilope d'Amérique illustre parfaitement l'impératif migratoire de l'automne. Après avoir passé l'été dans les hautes prairies du parc national de Grand Téton, ces animaux se préparent maintenant à leur voyage saisonnier vers leur aire d'hivernage, située à près de 240 km au sud. Cette migration, l'une des plus longues migrations terrestres subsistant aux États-Unis continentaux, emprunte des voies ancestrales empruntées depuis des millénaires. Un mâle dominant surveille son harem de femelles.
Ses taches noires distinctives sur les joues et ses cornes pointues le désignent comme un mâle adulte en pleine forme. Durant le récent rut, il a établi sa domination grâce à des démonstrations spectaculaires de vitesse et d'endurance, défendant son territoire de reproduction contre tous ses adversaires. Maintenant que l'accouplement est terminé, son attention se porte sur la migration cruciale qui l'attend. L'antilope d'Amérique est l'animal terrestre le plus rapide d'Amérique du Nord, capable d'atteindre des vitesses soutenues supérieures à 88 km/h. Cette vitesse remarquable a évolué en réponse à des prédateurs aujourd'hui disparus, notamment le guépard d'Amérique, disparu il y a environ 12 000 ans. Aujourd'hui, cette vitesse lui confère un avantage crucial face aux prédateurs modernes, comme les loups et les coyotes. La migration de l'antilope d'Amérique nécessite de traverser un paysage de plus en plus fragmenté. Routes, clôtures, développement énergétique et habitation constituent autant d'obstacles potentiels à ces déplacements traditionnels. Les efforts de conservation se concentrent désormais sur le maintien de couloirs de migration, grâce à des clôtures spéciales et des zones de passage protégées qui contribuent à préserver ce comportement ancestral pour les générations futures. La migration de l'antilope d'Amérique représente une adaptation aux extrêmes saisonniers de l'écosystème du Grand Yellowstone. En se déplaçant entre leurs aires d'été et d'hiver, ces animaux prolongent efficacement la période où ils bénéficient d'une nutrition optimale, accédant à la végétation verte pendant un nombre de jours supérieur à celui qu'ils pourraient atteindre en un seul endroit. Cette stratégie maximise le succès reproducteur et la viabilité de la population au fil des ans. Alors que le troupeau d'antilopes d'Amérique se déplace résolument vers le sud, une stratégie automnale très différente se déploie dans la forêt mixte de conifères qui couvre une grande partie des altitudes moyennes du parc. C'est ici que la chouette lapone entame sa transition saisonnière, passant de son territoire de reproduction à ses territoires de chasse hivernaux. La chouette lapone est la plus grande chouette d'Amérique du Nord par sa taille, mais pas par son poids. Son spectaculaire disque facial, utilisé pour concentrer les ondes sonores vers les oreilles sensibles, lui confère une apparence reconnaissable entre mille lorsqu'elle surveille son territoire depuis un pin tordu mature. Après avoir élevé avec succès 2 petits pendant la saison de reproduction estivale, la chouette adapte désormais ses habitudes de chasse aux variations des espèces de proies et de la luminosité. L'ouïe remarquable du hibou lui permet de détecter les petits mammifères se déplaçant sous jusqu'à 60 cm de neige, une adaptation qui s'avérera cruciale durant les prochains mois d'hiver. Même dans l'obscurité la plus totale, le grand gris peut localiser ses proies avec une précision extraordinaire, puis plonger à travers la croûte de neige pour capturer campagnols, souris et autres petits mammifères grâce à des serres spécialisées, conçues pour une préhension optimale. En automne, la chouette étend son territoire de chasse, les jeunes se dispersant pour établir leurs propres aires de répartition. Cette période d'indépendance représente une période de vulnérabilité pour les jeunes hiboux, où ils doivent perfectionner leur technique de chasse, tout en évitant les conflits territoriaux avec les adultes déjà établis. Nombre d'entre eux ne survivront pas à leur premier hiver, victimes de la famine, de la prédation ou d'accidents. Pendant ce temps, les hiboux adultes commencent à cacher leurs proies dans les cavités des arbres et autres lieux protégés, créant ainsi des réserves de nourriture pour les périodes où la chasse devient difficile. Ce comportement, courant chez les prédateurs nordiques, représente une adaptation à la disponibilité hivernale de la nourriture, variable selon les latitudes. Les chouettes lapones ne migrent pas au sens traditionnel du terme, mais effectuent plutôt des déplacements altitudinaux plus courts, descendant des territoires de reproduction en altitude vers les territoires de chasse en altitude, à mesure que l'épaisseur de la neige augmente. Cette approche flexible leur permet de rester sur leur territoire tout en accédant à leur proie selon les variations saisonnières des conditions. Les plumes du hibou possèdent des structures spécialisées qui atténuent les sons pendant le vol, créant ce que les biologistes appellent le vol silencieux. Cette adaptation lui permet d'approcher ses proies sans être détecté, un avantage crucial pour chasser des animaux dotés d'une ouïe fine. Ce plumage spécialisé
offre également une isolation exceptionnelle contre les températures hivernales qui chutent régulièrement bien en dessous de zéro. Bien que l'antilope d'Amérique et la chouette lapone adoptent des stratégies de survie différentes en automne, aucun animal ne se prépare aussi visiblement à l'hiver que le castor. Le long des berges des petits ruisseaux et des étangs du parc, ces remarquables rongeurs travaillent avec une urgence croissante à mesure que les heures de clarté diminuent. Un castor adulte traverse son étang à la nage, tirant une branche de tremble fraîchement coupée vers la réserve de nourriture en pleine croissance ancrée près de sa hutte. Ces merveilles d'ingénierie, pesant jusqu'à 30 kilos, ont remodelé le paysage de Téton grâce à la construction de barrages, créant un habitat humide bénéfique pour d'innombrables autres espèces. L'automne représente la période d'activité maximale des castors, car ils accomplissent 3 tâches cruciales avant l'hiver: l'entretien des barrages, la préparation des huttes et la constitution de réserves de nourriture. Chacune de ces tâches exige un effort considérable, les familles de castors travaillant souvent 24 heures sur 24 pendant les dernières semaines précédant la formation des glaces. Le barrage du castor, construit avec des branches, de la boue et des pierres, crée un habitat en eau profonde aux multiples fonctions. L'étang offre une protection contre les prédateurs, facilite le transport des matériaux de construction et de la nourriture et surtout, permet un accès sous-marin à la hutte pendant les mois d'hiver, lorsque la glace bloquerait autrement les déplacements. Grâce à ses puissantes incisives antérieures qui poussent continuellement tout au long de sa vie, le castor peut abattre des arbres mesurant jusqu'à 30 cm de diamètre. Ces redoutables incisives s'auto-aiguisent, l'émail plus dur de la face antérieure s'usant plus lentement que la dentine plus tendre située derrière, créant ainsi un tranchant toujours affûté, idéal pour la récolte des végétaux ligneux. Le castor concentre ses récoltes automnales sur les essences à feuilles caduques, comme le tremble, le saule et le peuplier. Ces arbres constituent à la fois un matériau de construction et une source de nourriture essentielle pour l'hiver. Leur écorce et leurs petites branches fournissent des nutriments lorsque le gel empêche l'accès à d'autres sources de nourriture. La réserve de nourriture, accumulée régulièrement tout au long de l'automne, doit subvenir aux besoins de toute la famille pendant les mois de glace. Les castors ancrent des branches au fond de l'étang près de leur hutte, créant ainsi une réserve sous-marine accessible même lorsque la glace de surface atteint 1 mètre d'épaisseur. La taille de cette réserve est directement liée à la probabilité de survie hivernale de la colonie. La hutte du castor elle-même est une merveille d'architecture animale. Construite de branches entrelacées et de bouts tassés, la structure comporte des entrées sous-marines menant à une chambre sèche et isolée au-dessus de la ligne de flottaison. Même lorsque les températures extérieures atteignent moins 30 degrés Celsius, l'intérieur d'une hutte de castor bien construite maintient une température supérieure à 0, protégée par des murs épais et l'isolation de la neige. Au sein de cette forteresse sécurisée, les castors attendent les rigueurs de l'hiver. Leurs adaptations physiologiques spécifiques leur permettant de prospérer dans des conditions qui seraient fatales à la plupart des mammifères. Leur épaisse fourrure, composée d'un sous-poil dense et de poils de garde hydrofuges, offre une isolation inégalée, tant dans l'eau que dans l'air. Leurs systèmes respiratoires et circulatoires spécialisés permettent une activité sous-marine prolongée, essentielle lorsque la glace limite l'accès à la surface. Tandis que ces animaux remarquables adoptent des approches différentes face à l'impératif de l'automne, le règne végétal subit lui aussi une transformation spectaculaire. Parmi les spectacles automnaux les plus emblématiques du parc national de Grand Téton, le peuplier faux-tremble crée des motifs dorés époustouflants sur les pentes et les bassins versants des montagnes. Le tremble ne représente pas des arbres individuels, mais des colonies interconnectées, dont toutes les tiges partagent un système racinaire commun pouvant s'étendre sur plusieurs hectares. Ce qui semble être un bosquet d'arbres distincts fonctionne en réalité comme un organisme unique, potentiellement millénaire.
qui se reproduit principalement par bourgeonnement des racines plutôt que par germination des graines. La transformation des couleurs automnales du tremble témoigne d'une stratégie de conservation des nutriments soigneusement orchestrée. Lorsque la durée du jour descend en dessous des seuils critiques, les arbres cessent de produire de la chlorophylle et commencent à extraire l'azote et d'autres éléments essentiels des feuilles, stockant ces précieuses ressources dans les racines et les branches pour la croissance printanière. La couleur dorée éclatante qui en résulte révèle les pigments caroténoïdes présents dans les feuilles tout au long de la saison de croissance, mais masqués par la chlorophylle verte dominante. Ces caroténoïdes jouent un rôle protecteur en protégeant les tissus foliaires des longueurs d'onde lumineuses nocives et en agissant comme antioxydants lors de la photosynthèse. Le plus remarquable est peut-être qu'une colonie entière de trembles change de couleur de manière quasi synchrone, toutes les tiges réagissant aux mêmes signaux environnementaux à quelques jours d'intervalle. Cette coordination démontre la nature interconnectée de ce que les scientifiques appellent une colonie clonale, où des tiges qui semblent être des arbres individuels partagent en réalité une physiologie unifiée grâce à leur système racinaire connecté. Le spectaculaire spectacle automnal du tremble remplit des fonctions écologiques qui vont au-delà du simple recyclage des nutriments. La chute des feuilles représente un apport important de nutriments pour les sols, chaque feuille contenant des minéraux et des composés organiques qui nourriront les micro-organismes du sol après décomposition. Ce dépôt annuel contribue au maintien de la fertilité des sols dans tout le paysage, bénéficiant à de nombreuses autres espèces végétales. À mesure qu'octobre avance, l'interdépendance des préparatifs automnaux devient de plus en plus évidente dans l'écosystème de Téton. La migration des antilopes d'Amérique vers le sud réduit la pression de pâturage sur la végétation dont dépendent les colonies de castors pour leur survie hivernale. Les barrages de castors créent un habitat riverain propice aux espèces proies utilisées par les chouettes lapones pendant la chasse hivernale. Les colonies de tremble, par la chute des feuilles et le cycle des nutriments, contribuent au maintien de la productivité des sols, qui favorisera la croissance de toutes les espèces l'année suivante. Fin octobre, l'hiver reprend ses droits sur le paysage de Téton. La neige revient d'abord en altitude, puis progresse progressivement vers le bas des pentes. Les températures nocturnes restent de plus en plus négatives. Les étangs et les petits lacs forment une couche de glace qui persistera pendant des mois. Le grand cycle annuel touche à sa fin, et les préparatifs de l'automne déterminent les chances de survie pendant la saison difficile qui s'annonce. Pour la faune du Grand Téton, ces dernières semaines avant le durcissement de l'hiver représentent la dernière occasion de finaliser les préparatifs essentiels. Les antilopes d'Amérique terminent leur migration vers le sud, vers leur ère d'hivernage, avec une accumulation de neige plus faible. Les chouettes lapones établissent des territoires de chasse là où l'accès aux proies reste possible malgré la couverture neigeuse. Les colonies de castors procèdent aux derniers ajustements des réserves de nourriture qui doivent les nourrir pendant des mois sous la glace. L'automne dans le parc national de Grand Téton représente la phase de préparation de la nature. Les bienfaits de l'été se transforment en ressources qui détermineront la survie face à la pénurie hivernale. Chaque espèce utilise des adaptations spécifiques pour accroître ses chances de survie, leur stratégie étant affinée par d'innombrables générations de sélection naturelle dans cet environnement difficile. À l'approche des premières grandes tempêtes hivernales, le paysage se prépare à la transformation. Le cycle annuel des saisons, avec son alternance rythmique entre abondance et pénurie, entre croissance et dormance, entre activité et conservation, se poursuit comme il le fait depuis des millénaires dans cette remarquable nature sauvage américaine. Les tempêtes de novembre balayent la chaîne des Tétons, la neige s'accumulant d'abord en altitude, puis progressant progressivement vers le bas des pentes. Le paysage retrouve la palette austère de l'hiver, faite de blanc, de gris et du vert profond des forêts de conifères. Rivières et lacs se couvrent de glace qui persistera pendant des mois. L'activité de la faune diminue,
de nombreuses espèces entrant en dormance saisonnière ou en migration. Le grand cycle annuel achève une nouvelle révolution, retournant aux sources de notre histoire. L'orignal redevient maître du paysage hivernal, ses adaptations spécifiques lui permettant de continuer à brouter les bois lorsque la neige épaisse limite la présence des autres ongulés. Le carcajou reprend sa patrouille infatigable en haute montagne, parcourant des distances considérables à la recherche d'animaux tués par l'hiver et de proies vulnérables. Les cygnes trompettes se concentrent sur les eaux libres restantes, leurs silhouettes élégantes contrastant fortement avec la glace et la neige. Au fil des saisons, chaque espèce déploie ses propres adaptations pour survivre dans cet environnement difficile mais magnifique. Ensemble, elles illustrent la remarquable diversité des solutions aux problèmes apparemment simples de la survie dans un monde en constante évolution. Depuis d'innombrables générations, la faune du parc national de Grand Teton subit ce cycle annuel, ses adaptations s'affinant grâce à la sélection naturelle pour répondre aux défis et opportunités spécifiques de chaque saison. Leur présence continue représente à la fois un triomphe biologique et une responsabilité urgente. Depuis des millénaires, les humains participent également au cycle saisonnier du paysage téton. Les peuples autochtones, dont les Shoshones, les Banoks, les Pieds Noirs, les Crows, les Têtes Plates, les Gros Ventres et les Nez Percés, exploitaient les abondantes ressources de la région tout en développant des pratiques culturelles profondément ancrées dans les cycles naturels. L'exploration européenne, le piégeage des fourrures et la colonisation ultérieure ont profondément modifié ces modèles anciens. La création du parc national de Grand Teton en 1929, étendue à ses limites actuelles en 1950, a marqué la reconnaissance de la valeur écologique et paysagère irremplaçable de ce paysage. Aujourd'hui, plus de 4 millions de visiteurs découvrent chaque année la faune et les paysages remarquables de Grand Teton. Cette présence humaine crée à la fois des défis et des opportunités pour la conservation. La direction du parc s'attache à concilier l'accès des visiteurs et la protection des habitats en développant des approches scientifiques pour préserver l'intégrité écologique tout en favorisant un lien humain profond avec la nature. Le Grand Teton est l'une des réussites américaines en matière de conservation. Les populations d'animaux sauvages, notamment les grizzlies, les loups, les castors et les cygnes trompettes, se sont rétablies après avoir atteint des niveaux historiquement bas. Les couloirs de migration bénéficient d'une protection accrue grâce à la collaboration entre les acteurs publics et privés. La recherche améliore constamment la compréhension du fonctionnement des écosystèmes, éclairant ainsi les décisions de gestion visant à concilier les besoins humains et ceux de la faune. Des défis subsistent cependant. Le changement climatique modifie les schémas saisonniers traditionnels. Printemps plus précoce, été plus chaud et hiver plus variable, ce qui crée des déséquilibres potentiels entre l'adaptation de la faune et les conditions environnementales. La pression du développement autour des limites du parc menace d'isoler cette zone protégée de l'écosystème plus vaste. L'augmentation de la fréquentation engendre des défis de gestion liés aux perturbations de la faune, aux impacts sur l'habitat et au maintien du caractère sauvage. Plus important encore, l'introduction d'espèces non indigènes menace les relations écologiques développées au cours de l'évolution. Les plantes envahissantes supplantent la végétation indigène, essentielle à la faune sauvage. Les poissons introduits s'hybrident avec la truite fardée indigène, anéantissant potentiellement des milliers d'années d'adaptation génétique spécialisée. De nouvelles maladies, comme la rouille vésiculeuse du pin blanc, menacent des espèces d'arbres clés essentielles à de nombreuses espèces sauvages. La relation entre l'homme et le paysage de Grand Teton a considérablement évolué au fil du temps. Les peuples autochtones ont conservé une connaissance approfondie des cycles saisonniers, récoltant les ressources de manière durable tout en développant des pratiques culturelles reconnaissant le caractère sacré de ce lieu remarquable. Les premiers colons européens envisagèrent le paysage principalement sous un angle économique, valorisant son potentiel pour l'agriculture, l'élevage et l'extraction des ressources. Le mouvement de conservation, porté par des visionnaires comme John D. Rockefeller Jr., a reconnu les valeurs écologiques et paysagères uniques de la région et a mis en place des protections qui continuent d'évoluer.
la gestion moderne est confrontée à des défis de plus en plus complexes. Le changement climatique représente peut-être la menace la plus importante pour les cycles saisonniers traditionnels, avec des effets en cascade sur l'ensemble de l'écosystème. La fonte précoce des neiges au printemps modifie les cycles hydrologiques essentiels à de nombreuses espèces. Des étés plus chauds et plus secs augmentent les risques d'incendie et stressent la végétation. Des conditions hivernales plus variables créent une certaine imprévisibilité pour la faune adaptée à des cycles saisonniers constants. La croissance de la fréquentation est source d'opportunités et de défis. Un plus grand nombre de visiteurs crée des groupes de défense de la conservation et génère des retombées économiques pour les communautés environnantes. Cependant, une présence humaine accrue peut perturber le comportement de la faune, dégrader l'habitat par le développement des infrastructures et menacer l'expérience de nature sauvage qui caractérise le parc pour de nombreux visiteurs. La réintroduction des loups dans l'écosystème du Grand Yellowstone a rétabli une relation écologique cruciale, avec des effets bénéfiques en cascade sur l'ensemble du réseau trophique. Cependant, ce succès de conservation engendre également des défis de gestion, car les populations de prédateurs se déplacent au-delà des limites protégées vers des zones aux objectifs et valeurs de gestion différents. Malgré ces défis, le parc national de Grand Teton demeure l'un des écosystèmes les plus intacts d'Amérique du Nord, où les processus naturels continuent de se dérouler à des échelles significatives. Le drame saisonnier de la survie et de la reproduction se déroule en grande partie comme depuis des millénaires, offrant à la fois inspiration et enseignement aux observateurs humains. Malgré ces défis, le parc national de Grand Teton demeure l'un des écosystèmes les plus intacts d'Amérique du Nord, où les processus naturels continuent de se dérouler à des échelles significatives. Le drame saisonnier de la survie et de la reproduction se déroule en grande partie comme depuis des millénaires, offrant à la fois inspiration et enseignement aux observateurs humains. Pour ceux qui prennent le temps d'observer et de comprendre, la faune de Grand Teton révèle de profondes leçons d'adaptation, d'interconnexion et de résilience. Les stratégies spécifiques employées par chaque espèce illustrent des solutions évolutives aux défis environnementaux, dont beaucoup pourraient être pertinentes pour répondre aux enjeux de durabilité humaine dans un monde en mutation. Plus important encore, Grand Teton nous rappelle que l'homme fait partie intégrante de la nature et n'en est pas séparé. Nos actions, individuelles et collectives, influencent les relations écologiques complexes qui soutiennent la faune au fil des saisons. Nos choix déterminent si les générations futures connaîtront la même diversité de vie remarquable qui caractérise ce paysage aujourd'hui. Alors que l'hiver revient sur la chaîne des Tétons, la grande roue des saisons s'engage à nouveau. L'antique danse entre abondance et pénurie, entre activité et préservation, entre vie et mort se poursuit comme elle le fait depuis des temps immémoriaux. Et dans ce cycle perpétuel réside à la fois une beauté profonde et une sagesse essentielle pour tous ceux qui veulent observer et comprendre. Êtes-vous captivé par la faune et les saisons du Grand Teton? Cliquez sur « J'aime » et partagez votre animal préféré dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez soutenir la conservation de cette merveille naturelle, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer nos prochaines histoires sur la faune. D'ici là, restez à l'écoute pour plus d'aventures dans la nature.